Vous reconnaissez ça, c'est du Renault, les amis. Salut à tous. Non. Faites gaffe, je me suis donné sur les paroles. J'espère que vous allez kiffer. Colle bien à ton micro, la musique, On sinon on les n'entend pas. appelle rouleurs grimpeurs ou bien jumbo pour les intimes. Dans les papiers d'Antoine Vailleur, on les retrouve à chaque rime. Ils sont une nouvelle classe après Ineos Grenadiers. Pas loin de Froome, quoique plus classe. Je vais vous en dresser le tableau, sont un peu artistes. C'est déjà ça, mais leur passion, c'est leur bidon dans l'informatique. Et les watts sont fiers de payer 7 que 5 millions. La Jumbo, la Jumbo, la Jumbo, la Jumbo. Oh là là, j'étais obligé de terminer ce Tour de France sur du Renault, les amis. Obligé, ce très très grand monsieur de la chanson. Il m'a inspiré. Wout van Aert m'a inspiré. Wout van Aert m'a inspiré. Et je me suis régalé à écrire ça. J'espère que vous êtes autant de bonne humeur que moi, les amis. C'est la dernière de Roue Libre. Je suis un peu triste, mais j'ai envie quand même de la faire dans le bonheur. Donc je la commence par une belle chanson de Renault et donc par ce bobo de Wout van Aert. Comment ça va les copains? La forme? Autant que moi j'espère. Bah ouais, à fond, hein. C'est une bien belle journée qui s'est déroulée, une bien belle soirée qui s'annonce. Donc non, la forme, on a vu un beau contre-la-montre en plus. Il s'y est pas passé de grandes choses, de grands bouleversements ou de grandes surprises, mais il a le mérite d'exister. Il faisait beau sur la route de Saint-Émilion. On pensait plus aux Champs-Élysées qu'à ce chrono, je pense, pour les trois quarts des coureurs, voire même encore plus. Un peu comme nous, finalement, on est un peu en roue libre à l'image de ta chanson, Joseph. Donc voilà, on est content d'être là. Je vois pas. Ah bah, on s'appellerait pas Roue Libre par hasard? Petit accent belge pour vainqueur belge. Comment ça va, Robin? Ça va, ça va. Je t'avoue que je suis très triste de finir cette quotidienne en roue libre. J'ai vraiment kiffé qu'on se retrouve tous les soirs. Et voilà, c'est la fin. Pour fêter ça, j'ai bu quelques coups cet après-midi, je vais pas te mentir. Mais oui, Donc, j'ai oublié. donc voilà, si je dis des conneries, faut pas m'en vouloir. Ok, bon, on te reprendra, il n'y a pas de problème. Mais fais gaffe parce qu'il va falloir faire pas mal. Il y a pas mal de débats aujourd'hui parce que tu vas devoir faire des élections. Donc faire voter des bourrés, c'est quand même Ouais, je suis très prêt pour ça. compliqué. Mais non, quand même, on a un peu parlé avant. T'as pas trop l'œil vitreux. Apparemment, tu Non, t'es en digères bien forme. ce que devrait tu as aller. bu. Donc, T'es beau pas gosse. trop de problème. Au pire, vous le dites dans J'ai le bu un chat. peu de rouge et un morito. Ça va. Oh, Bah, ça va. Ça Mais va, ça après, va, tranquille. le T'es rouge français, était en j'espère. quantité, quoi. Ah, tant que c'est pas, Il était abondant. tant que c'est un morito et pas dos o tres o cuatro, quoi. Ça va. Non, Oh, non. là, c'est bien. Cuatro, Non, sur les cuatros moritos, j'ai été molitos. raisonnable. Je me suis dit quand même, il y a une émission à tenir, quoi. Exactement, et je suis sûr que tu vas bien la tenir avec notamment notre Polo national qui est bien espagnol. Et un jour, Polo, j'espère qu'il fera un solo en espagnol. Mais Digne souviens-toi qu'à une époque, Iglesias. je parlais très bien espagnol à une époque, hein, et Mais t'étais aux tu parles premières bien loges. espagnol, c'est T'étais ton aux accent premières moi loges que pour le j'adore. voir. Ouais, mais je C'est le vrai, parle c'est vrai. plus. En vrai, je le parle plus du tout. Mais à une époque, on était inspiré en espagnol. Toi comme moi, Ça se d'ailleurs, À une travaille, Joseph. époque. c'est vrai. Ça se travaille, ça se Alors, travaille, Joseph, Polo. j'ai eu des preuves comme quoi il a quelques restes, hein. Parce que Ah moi, ouais. j'ai eu des preuves qui savaient bien y faire en espagnol à une certaine époque. Mais ça commence à remonter un peu. Il faut que je reparte en Espagne. Mes années étudiantes, j'avoue, m'ont pas mal aidé là-dessus. Salut à tous, du coup, dans le chat. Je vois que vous êtes nombreux et que vous êtes en forme. C'est cool, ça déchire. On va débriefer le chronomètre. Effectivement, comme l'a dit Polo tout à l'heure, on n'a pas eu de grandes surprises, mais quand même, on va le débriefer parce que Wout van Aert, cette fois, a gagné, même si on pensait hier que Pogacar pouvait le faire à fond et essayer d'aller chercher une nouvelle victoire. On a été relativement calme sur ce contre-la-montre. Donc, du coup, il l'a pas gagné. Wout van Aert a gagné. On va se faire un débat parce qu'on le rappelle, c'est la dernière quotidienne du Tour de France aujourd'hui, roue libre. Donc, on va se faire un bilan avec débat, les trophées du Tour de France 2021. On va élire le tout-puissant. Il y aura des nominés, donc on ne l'a pas encore choisi. On va en débattre avec vous. Il y aura la révélation, pareil. Il y aura des nominés. La frustration, pareil. L'artificier, ce sera en gros celui qui a mis le plus de spectacles. La meilleure team, évidemment, c'est logique. Vous savez de quoi on parle. Et Casper, on va le nominer, en gros, le coureur qui n'a servi à rien, qu'on n'a pas vu, dont on n'est même pas déçu parce qu'on ne l'a tout simplement pas vu. Et ça, on va le nominer évidemment avec vous. On en a choisi 3 ou 4, Et mais ce il sera peut y pas avoir Jimmy d'autres Casper, hein. propositions. Non, ce ne sera pas Le Jimmy, trophée mais de le Jimmy prix Casper. Casper. Jimmy Casper Vraiment, on n'était devrait pas. l'appeler comme ça. Jimmy Le Casper trophée de n'était Jimmy pas. Casper, c'est Ouais. incroyable. Mais le problème, c'est que ça rend pas hommage à Jimmy Casper. Ouais, c'est vrai, mais Il n'est je viens d'y pas penser en le plus. Casper de tous, quoi. Je viens d'y Mais penser, après, mais si on l'avait écrit avec un K, tu vois, ça aurait été Casper Asgreen et ça aurait été aussi Ouais, injuste. Donc, c'est clair.
Il n'y avait pas de Le prix solution. Je vais fantôme, fermer un quoi. volet, les gars, parce que là, la lumière est un peu dégueu, non? Vas-y. Tiens-nous au courant de ce que tu fais hein, dans la journée et tout, c'est important. Et ensuite, du coup, on se fera une preview évidemment de la 21e étape parce qu'il y a quand même il y a quand même une étape demain sur les Champs-Élysées et on va vous donner nos pronostics. Et évidemment, si par hasard il se passe un truc de ouf demain sur l'étape des Champs-Élysées, on bouleversera et on sera de retour demain ou on fera un truc. Enfin, on verra. Voilà. Mais s'il se passe évidemment quelque chose, on sera là évidemment pour en parler avec vous tous. La rétro aujourd'hui, du coup, ça aura un écho par rapport au sprint des chambres. Robin. Ouais, attends, je t'ai pas apparemment. entendu, Joseph, excuse-moi. Ah, tu m'as pas entendu. Non, je demandais la rétro. Il est bourré. Ah, La rétro, du coup, c'est oui, Cavendish, excuse-moi. un homme des champs. Oui, pardon. Ouais, on va parler de Cavendish. On va parler de son enchaînement de 4 victoires de 2009 à 2012, qu'il est le seul à avoir réalisé. Voilà, rappelons que Cavendish, il a gagné 4 fois sur les champs et que derrière lui, en tant que autre recordman, entre guillemets, en tout cas, autre multiple vainqueur, ils sont tous à 2. Donc voilà, Cavendish est déjà totalement à part sur cette arrivée sur les Champs-Élysées. Et qui sait, peut-être que demain, il ajoutera encore un petit peu plus à sa légende. Voilà, alors, je ne l'ai pas noté, mais il peut y avoir une petite chatroom de 2-3 questions. C'est juste que comme l'émission a l'air aujourd'hui assez conséquente et qu'en fait, dans toutes les parties, on va pas mal se reposer sur vous et prendre vos avis, ça peut être une espèce de grande chatroom aussi. Et à la fin, il y aura le quiz final parce que hier, Polo, en jouant la triple carotte, est revenu à 8-8 avec une double triple carotte parce que sur la dernière question, il est revenu. Donc, ça fait 8-8 et donc, il va y avoir un dernier quiz final Quel que j'attends suspense! avec impatience. Voilà les amis, donc moi je suis très chaud, hop je me remets moi. Débrief du coup de ce contre-la-montre, voilà le classement final du contre-la-montre gagné par Wout van Aert devant Casper Asgreen et Jonas Vingegaard. Bon les gars, hier on va pas se mentir, on avait dit que ça se jouerait entre 3 hommes, qu'on avait à peu près le podium, qui était donc Van Aert, Pogacar et Kung. Alors, on doit avouer qu'on s'est trompé. Le Vas-y, Robin. vainqueur, C'est vrai. vas-y, allez-y les gars. Ben, franchement, Van Aert, moi, était mon favori. Pour ceux qui ne me croient pas, je l'ai dit sur Winamax ce matin aussi, donc je peux me couvrir. Après, on attendait Kung et Pogacar. Et finalement, c'est les Danois qui prennent la lumière aujourd'hui. Je pense qu'il y a des raisons totalement entendables pour ça. Kung, il a sûrement moins bien passé la montagne que Vingegaard ou Asgreen. Et Pogacar, il avait tout simplement pas envie de se mettre dans une barrière la veille de l'arrivée. Donc voilà, Pogacar, il a laissé une grosse marge, disons, sur ce contre-la-montre. Il l'a fait à un très beau rythme hein, parce qu'il fait 8e, mais il l'a clairement pas fait à 100%. Et Kung, lui, était un petit peu court physiquement, je pense. Même s'il n'est pas très loin finalement de la deuxième place de Casper Asgreen, il est un peu plus loin quand même de Wout van Aert. Et malheureusement pour Stefan Kung, ça fait une place d'honneur en plus. Et il manque encore cette très grande victoire, même si bon, il est champion d'Europe du chrono, rappelons-le. Mais voilà, sur un Tour de France notamment, il tourne autour et pour l'instant, il ne l'a pas cette victoire. Ouais, et puis aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est que quand on écoute ses réactions, il nous dit qu'il se sentait très bien, qu'il a bien récupéré, qu'il a bien passé la montagne, mais qu'il s'est peut-être trompé tactiquement. Il s'est trompé tactiquement parce qu'il est parti très très vite et après il a vite flanché physiquement. Il a eu beaucoup beaucoup de mal à finir. Hein. On se souvient qu'il passe avec 10 secondes d'avance sur Asgreen, si je dis pas de bêtises, ou peut-être le temps d'avant au premier intermédiaire et qu'il les Ouais, il perd. part fort. Et il les perd, je dis peut-être une bêtise pour les intermédiaires, mais il part très fort et en fait il s'écroule, il s'écroule un peu, donc frustré, mais voilà, il avait l'air quand même moins dépité que sur le premier chrono à Laval, et surtout lui, bah voilà, dès la semaine prochaine aussi, c'est un nouvel objectif, un nouvel grand objectif avec le chrono. Avec le chrono des Jeux Olympiques. Donc, il est déjà tourné, il n'était pas trop défaitiste. Il a l'impression d'avoir fait une petite bêtise tactique. Et voilà, tourner vers la suite. Donc, on verra. Mais j'ai vu un mec dans le chat qui me disait que c'était bête de croire que Kung est un spécialiste du chrono. Je pense quand même qu'on peut dire que c'est un spécialiste du chrono, Stephen Kung, quand on voit quand même ses derniers résultats. Je crois qu'il n'y a que Ghana qui a plus gagné en chrono que lui cette année. Hein. Donc, il a gagné 3 chronos, Tour de Suisse, Championnat de Suisse et Tour de Valence. Et puis, il fait sur les 2 chronos de ce tour, 2e et 4e. C'est quand même ça, un spécialiste du chrono. Après, comme tu dis, Polo, il n'avait pas l'air de trop être déçu. Et il y en a dans le chat aussi qui l'ont souligné.
Quand tu fais quatrième, t'as pas trop de quoi être déçu. Par contre, quand tu fais deuxième comme à Laval, tu as forcément cette petite frustration, de la même façon qu'il l'avait eu sur Tirreno Adriatico, où il avait fait deuxième derrière Van Aert. Voilà, quand tu fais deux, tu as ce petit pincement au cœur, entre guillemets. Quand tu fais quatre, bon, bah, il n'y a pas trop de regrets. Du coup, Wout van Aert, les gars, qui gagne avec 21 secondes d'avance au final sur Casper Asgreen. Et comme le cyclisteur nous donne les écarts aux intermédiaires, on va les prendre. Merci à toi. 10 secondes d'avance sur Asgreen au premier intermédiaire, 25 au deuxième intermédiaire, puis 16 secondes à la fin. Paul, il l'a dominé de bout en bout, même si à la fin, il a été un peu moins rapide que Casper Asgreen. Mais c'est quand même impressionnant de sa part. Avec le tour qu'il fait, parce qu'il a été à l'ouvrage déjà dès les premières journées en protégeant Roglic, et en plus il n'était pas forcément en grande forme dès le début étant donné son opération à l'appendicite. C'est impressionnant de finir aussi fort de sa part. Alors, c'est l'opération à l'appendice ou l'appendicite, Joseph. C'est vrai. Faut choisir. Et je choisis l'opération à l'appendicite du coup. Hein, toi qui traînes plus ou moins dans le milieu médical de temps en temps, tu devrais savoir ça. Non, mais en fait, ce qu'on s'était dit avec Wout van Aert, c'est que déjà, on savait qu'il allait faire un gros Tour de France parce que on l'avait vu déjà l'an passé, on avait vu ses objectifs en début de saison, on avait vu sa performance sur le Tirreno. La seule interrogation, c'est justement cette opération, cet appendicite ou cette opération de l'appendice, comme tu veux, Joseph, qui a un peu tronqué sa préparation et qui finalement a un peu décalé son pic de forme, entre guillemets, où on se disait, même en voyant les premières étapes, etc., ça prenait de son sens, on se disait que Wout van Aert allait monter en puissance sur ce Tour de France. Donc finalement, quand on se souvient comment il a fini l'an dernier le Tour de France, on s'est dit qu'il allait arriver en forme sur ce chrono. Et c'est vrai que par rapport à ses adversaires, il a peut-être mieux passé la montagne qu'un Asgreen ou qu'un Kung. Et puis après, il y a Jonas Vingegaard qui est un espèce d'ovni dans tout ça. Mais Wout van Aert, non, il était attendu aujourd'hui. C'était le coureur que je voulais mettre dans la fantasy roue libre, mais je l'avais déjà utilisé sur une autre étape, donc j'ai pas pu le mettre. J'étais un peu dégoûté. J'ai mis Asgreen, c'était pas mal, mais j'aurais bien aimé mettre Wout van Aert parce que comme Robin, je le sentais quand même bien aujourd'hui. Bah, mais moi je l'avais mis sur le premier contre la montre malheureusement, donc j'ai pas pu le mettre deux fois, mais bon, c'est comme ça. Robin, c'est vrai que Van Aert sur tout le long du Tour de France, en fait, il aura quasiment jamais eu un moment de repos, mais il finit quand même très fort. Ouais, honnêtement, quand même, on avait remarqué que, au-delà de ses déclarations, que ce contre-la-montre, c'était très important pour lui. Et quand tu vois, hier, il avait dit qu'il ne ferait pas le sprint. On n'en a pas eu la preuve, entre guillemets, parce que l'étape n'est pas allée au sprint. Mais ça faisait quand même plusieurs jours qu'on ne le voyait pas à l'avant. Alors que disons que jusqu'au milieu du Tour de France, notamment jusqu'au Ventoux, jusqu'à sa victoire à Malocène, il avait été très souvent devant. Il avait animé ce Tour de France. Et j'ai l'impression quand même que sur la dernière semaine, il est rentré dans le rang en se disant si je veux gagner le chrono de samedi, je ne peux pas m'éparpiller. Et c'est typiquement comme ça qu'il pouvait le mieux préparer ce chrono, puisque tu regardes un Vingegaard notamment, il joue le général, donc il était quand même à l'œuvre tous les jours. Un Casper Asgreen, il a soit bossé pour Cavendish, soit il a quand même un peu subi l'école plus que d'autres. Kung et Bissegger, encore plus, ils ont forcément moins bien passé la montagne. Et Van Aert, c'est un peu le gars qui peut passer la montagne sans trop de soucis, parce que s'il ne se donne pas comme un fou, il passe finalement entre les favoris et le gruppetto sans aucun risque. Mais tempo, ça passe, quoi, tu vois. Exactement, il passe finalement dans des temps qui sont ni ceux des favoris ni ceux du gruppetto, mais qui du coup sont tout à fait tranquilles pour lui. Alors je ne vais pas dire qu'il s'est reposé dans les Pyrénées, mais il a beaucoup moins puisé dans ses réserves que les autres, et c'est ce qu'il fallait faire. Tu vois, il aurait pu aller honnêtement dans les échappées. Il était très bien classé pour le maillot à poids. Il aurait pu avoir ce truc-là en tête, même si c'est pas le meilleur grimpeur, et se dire je vais essayer d'aller challenger les Quintana, Woods, Pouls. Finalement, il l'a pas fait, et puis ça lui a porté, alors pas chance, mais il avait raison de pas le faire, puisque Pogacar a finalement raflé tous les points à l'Uzardiden et au col du Portet, donc il n'y avait pas d'intérêt à se lancer dans cette entreprise. Et finalement, c'est bien géré. Et il sort de ce tour avec 2 victoires d'étape, c'est parfait. Les gars, est-ce que vous avez été déçus de Richard Carapaz aujourd'hui, dans le sens, je m'explique, Jonas Vingegaard fait un énorme contre-la-montre, il termine 3e à 32 secondes de Wout van Aert, mais Richard Carapaz, on n'a pas senti qu'il avait même l'espoir de quoi que ce soit, ni même, par exemple,
Alors c'est horrible de dire ça, mais ni même d'un ennui mécanique, d'une chute de Jonas Vingegaard. J'ai pas l'impression qu'il l'a fait à fond ce contre-la-montre et qu'il s'est contenté, lui, d'assurer le podium, un peu comme l'a fait Pogacar pour sa première place, et de ne pas tomber. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Est-ce qu'il aurait pu faire plus que ce qu'il a fait là aussi par rapport à ses adversaires? Moi, je suis pas sûr, honnêtement. Il fait un chrono correct au vu de ses capacités, moi je trouve. C'est juste qu'en face à lui, bah, tu as des coureurs extraordinaires. Vingegaard fait un tour extraordinaire. Pogacar, en roulant à moitié, fait un super chrono aussi. Voilà, lui, Richard Carapace, c'est un grimpeur. C'est un mec qui doit fonctionner avec ses lacunes en contre-la-montre. Voilà, Jean Mur le dit aussi. Non, je pense que Carapace a fait le mieux qu'il pouvait aujourd'hui. Reprendre Vingegaard, c'était pour moi trop. C'était pas possible. Enfin voilà, au bout de ce moment-là. Non, franchement, non, je pense qu'il a Ok, sa ok. place. Je Mais pensais, surtout, j'avais il a cette fait mieux. impression-là, mais je me trompe. Il a fait mieux que Kelderman, mieux que Mas, mieux que O'Connor, mieux que Paré-Peintre, que Uran, que Bilbao. Je vois pas, je Ok. vois pas trop Non, ce mais qu'il pouvait faire de plus. c'était une impression visuelle que j'avais. Effectivement, j'avais pas fait attention qu'il terminait effectivement 23e. Donc, effectivement, vous avez raison. Il a fait relativement un bon podium. Je retire cet avis-là, qui était un peu vaseux du coup. De quoi Comme vous avez Robin. envie de... Terrible. Quand même un mot, les gars, de Ben O'Connor, qui fait un superbe chrono et pour le coup, lui, qui a largement tenu tête à Vico Kelderman et qui va terminer. Bah, largement, il a eu chaud. Hein. Ouais. Non, mais Mais au début, moi, je ça allait, pensais à qu'il la fin, allait il a prendre un peu plus transpiré. cher. Ouais, Il sauve sa 4e place pour 9 secondes. Hein. ouais, Je moi, pensais au qu'il allait début, prendre un peu plus. 11, je pense, 11 plutôt. 11. moi, je le vois, quand je le vois partir, je me dis que ça va aller. Le Ben O'Connor, il s'est un peu à l'image de Stephen Cook, il s'est un peu grisé, je pense, parce qu'il a eu beaucoup, beaucoup de mal à finir. Et pour le coup, hier, on a tapé sur Wilco Kelderman. Quand on le voit faire ce chrono et quand on voit aussi sa régularité, on peut aussi féliciter ça. Donc autant hier, on est tombé sur lui sur l'aspect spectacle et l'aspect montrage de maillot, ça se dit pas du tout, mais vous avez compris l'idée. Mais voilà, il On fait met dans aussi notre lui. dictionnaire roue libre avec appendicite et un flux. mais Kelderman, pour le coup, lui, qui manque une start list un peu costaud, que ses adversaires tombent, etc., c'est pas son problème. Lui, il a été régulier pendant 3 semaines et la qualité de son chrono montre aussi qu'il mérite ce top 5 et frustrant un peu pour lui de le voir un peu échouer à quelques secondes d'O'Connor. Mais O'Connor, vu son Tour de France, mérite amplement de faire 4e et je suis bien content que ça reste comme ça quand même. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce contre-la-montre, quelque chose qui vous a marqué, un homme, par exemple Uran, qui a encore complètement explosé, ou d'autres qui vous ont impressionné Finalement, plus que vous pensiez? une remarque que j'ai, alors attends, je crois que je me trompe pas, hein, je vérifie en même temps que je le dis, mais il me semble que ça n'a pas bougé du tout au classement général. Il n'y a pas eu un changement de place et finalement, il y avait une lutte pour la 4e place entre Gonor et Kenderman, une pour la 6e entre Mas et Lutsenko et une pour la 8e entre Martin et Bilbao. Et au final, aucun changement au classement général. C'est resté exactement le top 10, c'est resté exactement celui d'hier. Et finalement, même pour trouver le premier changement au classement général, si je ne dis pas de bêtises, il faut aller à la 20e place avec Mollema qui a pris la 20e place d'Henao. Donc pour moi, c'est anecdotique, mais c'est ça qui est un peu marrant, c'est de voir que sur le dernier chrono du tour, finalement, les 19 premiers ont conservé leur place. Ouais, c'est marrant. C'est un peu l'image de ce Tour de France finalement où on a très peu été surpris, très peu été challengé sur quoi que ce soit. Moi, le truc que j'ai vu aujourd'hui qui est un peu déçu, et t'as Kevin qui le dit dans le chat, c'est peut-être la performance de Pierre Latour qui avait de bonnes jambes, etc., mais qui s'est un peu raté aujourd'hui. Donc lui, il doit quand même payer un peu tous les efforts qu'il a fait sur ces 3 dernières semaines. Mais tu vois, je l'avais dit hier, j'aurais bien espéré un petit top 10 pour Pierre Latour vu les jambes qu'il avait. Mais visiblement, on avait quand même d'autres rouleurs et d'autres coureurs de classe plus mondiale que la sienne qui étaient plus forts que lui. Ouais, malheureusement. Ok les gars, bon, du coup, voilà, on a fait le tour pour ce contre-la-montre. On peut désormais passer
au trophée et le débat, du coup, les trophées du Tour de France 2020. On va faire le bilan de ce Tour 2021. Effectivement, alors il n'y a pas eu des. Disons que l'ordre a été très établi assez rapidement, comme tu le dis, Paul, et c'est aussi symbolique de ce contre-la-montre où les places au général ne bougent pas plus que ça. Donc voilà comment on a organisé ce bilan Tour de France. Si vous n'étiez pas là en début d'émission, donc on va élire dans chaque catégorie avec exactement 6 catégories. Donc le tout-puissant, la révélation, la frustration, l'artificier, la meilleure team et Casper. Et vous allez voir, du coup, on a fait des nominés dans chaque catégorie, en commençant donc par la catégorie du tout-puissant. Et vous allez voir que, évidemment, il y a Tadej Pogacar dedans, mais pas forcément uniquement Tadej Pogacar. Avec voilà, on va vous faire découvrir du coup les nominés de cette catégorie avec Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, on a été forcément obligé de le mettre, Wout van Aert qui a été absolument monstrueux, et Matej Mohoric qui gagne quand même 2 étapes. Donc, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Est-ce que vous donnez votre tout-puissant à vous, et après on demande au chat, et après on fera un petit sondage et on verra comment vous avez influencé le chat, par exemple. Non, je vais faire le sondage maintenant. Parce que Ouais, l'idée, avant c'est pas qu'on les influence. L'idée, c'est que eux nous disent justement ce qu'ils pensent. Et le cave, effectivement, alors on l'a pas Ouais. mis dans les tout puissants, le cave, parce que je le révèle tout de suite, histoire qu'il n'y ait pas d'incompréhension. On l'a mis dans la révélation, notamment dans les nominés de la révélation, parce que le cave, on s'y attendait pas du tout. Donc on va le mettre dans la révélation, et après on va en parler un petit peu. Donc il va y avoir un sondage, Robin. Ouais, c'est révélation surprise en fait. Ouais, c'est révélation surprise, tout ce à quoi vraiment on ne s'attendait pas du tout Mais dans Vingegaard, ça marche pas non plus. Bah, Vingegaard, on l'a mis Si. aussi dans la révélation. Donc, Ah, il est pas catégorie. dans les costauds, lui, je crois l'avoir vu dans les costauds. après, on peut le mettre dans le. Si, il est dans le tout-puissant. On peut Il est dans les Ouais, deux. il est dans les Ah. deux, Jonas Vingegaard, mais pas C'est ça. Cavendish. Mais effectivement, on peut le mettre si vous voulez. Cavendish, on peut l'ajouter. Vous savez quoi, si vous voulez, si vous êtes très nombreux à le demander, on va ajouter Mark Bon, Cavendish. je mets Cavendish dans le débat, dans le sondage, comme ça. Allez, comme ça, au moins, on sait. C'est parti. Vous pouvez voter. Comme ça, on vous prouve que vous avez une vraie influence sur cette émission, les amis. On la fait pas tout seul. Donc voilà, Mark Cavendish est ajouté, et donc vous pouvez faire le sondage. Alors moi, pour qui je vais voter? Est-ce que déjà vous, les gars, vous avez une hésitation entre un, deux coureurs ou non? Pour moi, il y a zéro débat. Mais en tout cas, je ne sais pas si Joël t'avait prévu de lancer des petits débats sur cette catégorie-là. On ne sait jamais. Regarde, par exemple, moi, j'avais pas pensé à mettre Mark Cavendish dedans. Or, c'est vrai qu'il a toute sa place là-dedans, donc je pense pas forcément à tout. Non, moi je mets Tadej Pogacar ultra tout puissant de ce Tour de France pour la simple et bonne raison que c'était le boss de ce Tour. Quand ça montait, quand ça roulait, il a fait la différence rapidement. Il l'a fait en mettant d'énormes écarts face à une concurrence qui certes n'était pas la meilleure concurrence du peloton, mais j'aurais été quand même surpris de le voir chahuter, que ce soit par un Bernal ou même un Roglic sur ce Tour, même à 100%, vu la démonstration qu'il nous a faite. C'est le patron du premier jusqu'au dernier jour. Et pour moi, même si les coureurs dans ce classement n'ont vraiment pas démérité, il a été extraordinaire. Alors on en pense ce qu'on veut. Le fait est qu'à l'heure actuelle, c'est un coureur qui a les mêmes chances que les autres. Peut-être que ça changera dans les mois et les années qui viennent. Mais en tout cas, sur ce Tour, il a été fabuleux. Donc bravo à lui. Robin, est-ce que tu valides toi aussi ce choix et sans débat possible? Oui, je fais le même choix que Paul. Cavendish, pour moi, ça n'a pas été un patron, une surprise, oui, mais le vrai patron de ce Tour, et même qui s'impose comme l'un des patrons du peloton, c'est Tadej Pogacar. Par tout ce qu'il a fait, finalement, par le fait d'assommer le Tour dès le contre-la-montre, d'en remettre une couche sur l'arrivée au Grand Bornand, de vraiment tuer la concurrence, disons-le, dès les Alpes, et ensuite d'aller
comme un maillot jaune qui se respecte, même si bon, c'est pas parce que tu gagnes pas en jaune que tu ne te respectes pas, mais il avait envie de gagner 2 étapes de haute montagne dans les Pyrénées. Il l'a fait au col du Portet à Luzardiden. Ça restera marquant. Ça restera le symbole de son Tour de France, même s'il a fait la différence dans les Alpes. Quand on regardera le palmarès dans quelques années et les vainqueurs d'étapes, on verra que Pogacar, c'est dans les Pyrénées qu'on gagnera. Alors il faudra peut-être expliquer à certains qui n'ont pas vu ce Tour de France que non, Pogacar n'a pas fait la différence dans les Pyrénées, mais bien dans les Alpes. Mais voilà, au final, il a ses 2 victoires d'étape en montagne avec le maillot jaune sur le dos. Et ouais, le patron, c'est lui. Et on en a parlé hier de quand il est allé dire à Kwiatkowski qu'il ne fallait pas attaquer parce qu'on attendait que certains mecs reviennent d'une chute. C'était aussi l'illustration du fait que c'est un patron. Et je pense que ça a beaucoup changé entre sa victoire de l'année dernière et sa victoire de cette année. Son statut n'est plus du tout le même. Aujourd'hui, c'est plus vraiment un prodige. Oui, on sait qu'il est jeune, mais c'est encore un peu dans les discussions, mais c'est devenu secondaire finalement. On considère plus comme Gatchar comme un mec en devenir ou comme un futur crack. Non, c'est déjà un patron du peloton et encore plus du coup sur ce Tour de France. À quel moment, selon vous, est-ce que Pogacar a vraiment gagné le Tour ou est-ce qu'il a vraiment mis dans la tête des suiveurs ou encore plus dans la tête des coureurs? Parce que nous, quand on suit le Tour de France, des fois, on a tendance peut-être à se dire que tout est joué avant même les coureurs. Mais est-ce qu'il y a eu un premier coup de massue, un deuxième coup de massue et quel a été, selon vous, le plus impactant? Est-ce que ça a été quand il gagne le contre-la-montre, quand il gagne le Grand Bornand? Est-ce que ça a été les chutes notamment de Geraint Thomas, c'est-à-dire la disparition de ses prétendants, celle de Roglic? À quel moment vraiment il a gagné le Tour de France? Pour moi, c'est. J'hésite entre l'étape du Grand Bornand et ou le chrono. Le chrono, en fait, c'est là où pour moi il est le plus impressionnant. Mais à ce moment-là, on n'a pas vu encore la montagne et je me dis peut-être que s'il est si fort en chrono, il sera peut-être pas aussi aérien en montagne face à un Carapaz, face à d'autres. Mais le problème, c'est qu'après l'étape du Grand Bornand, tu sais que le tour est terminé. Franchement, on se l'est dit un peu entre nous, on se l'est pas dit tout haut, mais Encore que, on l'a un peu dit quand même. On l'a un peu dit quand même, mais on essaie de préserver quand même un peu le suspense, sinon on aurait fini nos lives à 50 viewers par émission, et encore. Mais le Grand Bornand, il a tué le Tour de France. Il a tué le Tour de France, le Grand Bornand. Pour toi aussi, Robin? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Sur le chrono, exactement comme dit Polo, oui, il met une dérouillée à tout le monde sur ce contre-la-montre, mais tu l'as pas encore vu en montagne. Donc, tu as un mini doute, même si tu te doutes que le fait d'être super fort en chrono, ça veut dire qu'il est très fort tout court et il risque d'être aussi très fort en montagne. Mais tu as encore un mini doute parce que tu t'attends à ce que, notamment Carapaz, qui est celui qu'on attendait pour le Challenger montagne, tu t'attends à ce que Carapaz perde du temps sur ce chrono et t'attends de voir qu'est-ce qui va en être en montagne. Est-ce que Carapaz va le faire un peu douter en montagne ou pas du tout? Et finalement, au Grand Bornand, tu te rends compte que déjà, Carapaz ne fait pas douter Pogacar, et pire que ça, Pogacar met une telle mine à tout le monde que voilà, là, c'est terminé, quoi. Pogacar gagne le sondage avec 76%, messieurs, des voix. Derrière lui, on a Van Aert avec 11% et Cavendish avec 8, Moritz avec 4 et Vingegaard avec 1. Et ben voilà, quelques Danois dans le chat. Ouais, effectivement. Et il a tué Carapaz mentalement et ses adversaires, nous dit notamment Jean Mur. Pogacar gagne avec 76%, tout à fait, Bilal, merci. Et après, Factuel, Bilal. Ouais, merci. Et Van Aert, c'est une belle confirmation, les gars. Et dans les tubes puissants, peut-être un mot sur qui vous mettriez en deuxième? Le Cave, peut-être. Ouais, le Cave, ouais. Okay. À l'instar de Pogacar, il a archi dominé les sprints jusqu'à maintenant. Quand il a disputé un sprint, il a toujours gagné, 4 fois sur 4. Là où il n'a pas gagné, c'était quand Mirlir s'est imposé sur la 3e étape, mais Cavendish n'était pas dans le sprint. Donc sur les sprints de ce tour, il a 100% de réussite. Et s'il le fait demain, ce sera encore plus fort. Et il aura gagné la 5e étape. Et si je ne dis pas de bêtises, la dernière fois qu'il a gagné 5 étapes sur le tour, c'était en 2010 ou 2011. 2011 peut-être. En tout cas, ça fait pas dire. 10 ans. Ça a au moins 10 ans. C'est sûr que ça a au moins 10 ans. Et on reparlera tout à l'heure de Cavendish. Hein. On vous rappelle que la rétro aujourd'hui est de Robin. La rétro-bain est consacrée à Marc Cavendish et à ses victoires sur les Champs-Élysées. Du coup, voilà, on a fait le tour des tout-puissants. Félicitations à notre ami Tadej Pogacar qui remporte cette. Félicitations quand même à Moritz.
Une petite citation pour Mohoric. Non, Je disais félicitations quand Ah même à oui, Mohoric. ah oui, oui, ok, je croyais que tu voulais dire un truc sur Mohoric, mais oui, évidemment que Matej Mohoric a été aussi énorme et qui mérite sans doute des félicitations. Et d'ailleurs, si vous voulez réentendre parler de ses victoires, etc., vous pouvez aller sur YouTube, on en a bien parlé, évidemment, notamment hier. On passe à la catégorie suivante, qui est donc la révélation de ce Tour de France. Voici donc les nominés pour la révélation du Tour de France avec donc Jonas Vingegaard, Ben O'Connor et Franck Bonamour. Du coup, j'étais en train de regarder. En fait, j'avais même pas mis Marc Cavendish dedans. Tu vois, donc heureusement qu'on l'a mis juste avant. Donc voilà, la révélation pour vous, les gars. Petit sondage, Polo. Ouais, je suis en train Allez, de l'écrire. petit Au rythme sondage. de ta voix, c'est lancé. Alors, il y a des révélations un peu différentes, hein. Il y a la révélation du coup pour Jonas Vingegaard qui va terminer deuxième de ce Tour de France, qui à la base était lui un équipier. Ben O'Connor qui, pareil, n'était pas forcément censé faire un si bon classement général, qui va terminer quatrième du Tour de France. Je ne suis même pas sûr, très sincèrement, que dans les top 10 qui avaient été faits à droite à gauche, j'ai vu Ben O'Connor présent dans le top 10 du Tour de France. Et alors, un truc totalement différent, mais dont on va évidemment parler, c'est Franck Bonamour, qui a été élu super combatif du Tour. Et d'ailleurs, je vous demanderai si vous êtes d'accord avec ça. Donc, le sondage est en cours. Vous pouvez commencer à répondre, alors que Jonas Vingegaard, les amis, donc Polo, toi, tu as commencé à parler sur le tout-puissant. Robin, Jonas Vingegaard est en train de prendre une avance énorme. Il est déjà 77% des votes. Est-ce que tu trouves ça logique? Oui, complètement, parce que même si on le connaissait comme un espoir et qu'on savait qu'il avait le potentiel pour faire de belles choses, je pense pas qu'on l'attendait à ce niveau-là. Même sur son début de saison, il gagne la semaine copiée Bartali, ok, c'est bien. Il va faire même deuxième du Tour du Pays Basque, mais il y a une différence tellement énorme entre faire deuxième du Tour du Pays Basque et faire deuxième du Tour de France. C'est un autre monde, vraiment. On l'a vu notamment avec un David Gaudu qui a gagné une étape et qui a fait un très beau Tour du Pays Basque. Mais sur 3 semaines, c'est autre chose, quoi. Non, non, C'est tout simplement un autre monde. Primoz Roglic a mis très longtemps à passer le cap entre gagner des courses d'une semaine et gagner des grands tours. Pareil pour des coureurs comme Geraint Thomas, comme Richie Porte. Voilà, Richie Porte, il a remporté plusieurs courses d'une semaine, un grand tour jamais. Donc, ça n'a vraiment rien à voir. Et voir Vingegaard faire deuxième, alors on pourra mettre en avant le fait qu'il y a eu des chutes, que chez Jumbo-Visma, il n'aurait jamais eu cette liberté s'il y avait encore eu Primoz Roglic, que Geraint Thomas et Richie Porte ont chuté, pardon. Mais quand même, je trouve que c'est une performance incroyable. C'est le seul qui, même si ça a duré 10-15 minutes maximum, a lâché Pogacar sur une étape de montagne, ou même lâché Pogacar tout court, en vérité. Et donc, c'est pour moi la révélation de ce tour, parce que aujourd'hui, chez Jumbo-Visma, on se retrouve avec une deuxième carte. Voilà, on savait qu'on avait Roglic. On savait aussi que Kruijswijk ou Bennett n'étaient plus des coureurs capables de jouer la gagne sur des grands tours, que Kuss ne veut pas avoir ce rôle-là. Et donc voilà, aujourd'hui, avec Vingegaard, tu as une deuxième carte. Il fait deuxième à l'Usserdiden, deuxième au col du Portet, troisième des deux contre la montre. Donc, tu as clairement là un mec qui est monstrueux en montagne, monstrueux en chrono, et qui te laisse forcément espérer des grandes batailles par la suite. Alors peut-être qu'il n'ira jamais chercher Pogacar, mais en tout cas, celui qui me dit qu'il attendait Vingegaard à ce niveau sur ce Tour de France, je veux bien le rencontrer. Ah, c'est sûr que Polo, il attendait pas à ce niveau. Je l'attendais pas à ce niveau, oui, mais je l'attendais très fort. J'attendais très fort. Là où je l'attendais pas du tout, c'est en chrono. On avait zéro référence. Lui, on avait zéro. Je l'avais vu fort sur le Tour, comme Robin l'a dit. On l'a vu fort sur le Tour du Pays Basque, sur la semaine de Coppi Bartali, mais bon, il n'y avait pas non plus une énorme adversité. Je l'imaginais fort, mais moi, là, il m'a impressionné, c'est le chrono. Bah, je suis désolé, le premier chrono qu'il fait à Laval, il est stratosphérique pour un mec de son gabarit et qui a et avec la maigre expérience qu'il a du chrono. Donc, bravo à lui. Il a eu le mérite de step up à un moment où on commençait à chercher des adversaires à Pogacar. Et ben, ça nous a donné un semblant de course. Au moins un semblant, puisqu'on y a cru, on y a très vite arrêté d'y croire. Mais ouais, bravo à lui. J'ai pas paraphrasé Robin, il a tout dit. Moi, là où ça m'a vraiment impressionné, c'est le contre-la-montre.
Et non, Louis, effectivement, Kuss ne veut pas être leader. C'est lui qui a dit qu'il ne voulait pas ces responsabilités-là, que ça ne l'intéressait pas. Et c'est une C'est des raisons pour lesquelles pour ça qu'il est resté qu'il est resté chez la Jumbo en partie. voilà. Bon, après, il est bien payé, 1 million, hein. Écoutez ma chanson. Bref. Non, il Euh, faudrait un million. il vaudrait 1 million, oui, c'est vrai. Du coup, Vingegaard du coup, est largement en tête du sondage avec 74, presque 80% des voix. Un mot quand même sur O'Connor. On en a un peu parlé dans le contre-la-montre, mais Robin, O'Connor aussi, c'est un peu au final le même schéma. Alors c'est fait différemment, factuellement parlant, parce que ça passe par une échappée, mais lui est aussi inattendu et finalement présent à une place absolument incroyable sur le podium, dans le classement général, bordel. Ouais, tu l'attends pas quatrième, c'est sûr. Mais en fait, moi, j'attendais. Bon, je vais pas dire que j'attendais Vingegaard et O'Connor au même niveau, mais je pensais pas qu'il y en aurait un qui se battrait pour le podium et l'autre pas, en fait. Je voyais aucun des deux se battre pour le podium. Et disons que O'Connor, il s'est pas vraiment battu pour le podium. Vingegaard, oui. Bah, il termine dessus, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je suis un peu plus impressionné quand même par la perf de Vingegaard. O'Connor, il fait un super tour, c'est magnifique. Et puis, AG2R avait besoin de ça depuis le départ de Bardet. Mais c'est plus dans ce que je pouvais attendre, honnêtement. Je faisais confiance à AG2R et à O'Connor pour aller chercher un gros résultat. Et tu vois, le troisième nominé qu'on a dans cette catégorie, c'est Bonamour. Et pour le coup, lui m'a plus surpris. C'est ton super combatif d'ailleurs. Ouais, complètement. Bon, ça aurait pas été Apparemment, il n'est pas d'accord, Polo. honnêtement. Il n'est pas d'accord avec toi. Il s'en va. Non, moi honnêtement, j'aurais pas trouvé scandaleux de le donner à Wout van Aert. D'ailleurs, apparemment, ils sont arrivés à égalité. Si j'ai vu passer les bonnes infos, ils étaient à égalité et le président du jury a décidé de suivre l'avis du public et de donner le prix à je ne savais pas. Bonamour. Ils sont arrivés à 3 votes égalité avec qui? Égalité avec qui? Van Aert. Avec Van Aert. Ok. Et, je trouve ça que ça aurait très logique. Ouais, j'aurais pas trouvé ça scandaleux que Van Aert l'obtienne, mais je trouve ça quand même très très bien que ce soit pour Bonamour. Ouais, idem. Après, faut voir peut-être ce qu'est la signification aussi du super combatif, qui est un espèce de lot aussi de consolation, mais c'est une très bonne. Moi, je le dis enfin, je trouve que c'est une très bonne chose, quoi. Je vois pas ça du tout comme un vieux truc par pitié, quoi. Non, c'est un vrai lot de quelqu'un qui mérite au final de gagner quelque chose, que Van Aert a déjà gagné, a été très efficace et exceptionnel, puisque lui, c'est vraiment monstrueux le tour qu'il a fait. Moi, perso, Pogacar m'impressionne, mais le mec qui m'impressionne le plus sur ce Tour de France, c'est Van Aert. Je suis pas sûr qu'il soit beaucoup moins actif qu'un Van Der Poel sur la première semaine. Et pourtant, lui, il te fait 3 semaines et il gagne le Ventoux et il finit en gagnant un contre-la-montre. Quand tu vois que Van Der Poel est obligé de se retirer parce qu'il ne peut pas aller au bout et qu'il explose après une semaine, ce que fait, et tu vois la forme d'Alaphilippe aussi. Van Aert, c'est complètement dingue ce qu'il a fait. Mais c'est vrai, Paul, que Bonamour, on s'y attendait pas. C'est ce qu'on appelle vraiment une révélation, quoi. C'est une révélation. Alors après, on va dire les Belges, hein, enfin, c'est comme ça. Les Belges vont se demander pourquoi un mec qui n'a rien gagné, qui n'a pas eu de francs résultats, est super combatif, alors qu'il a été au moins autant attaquant et qu'il a fait au moins autant de spectacle. Mais par contre, l'histoire Franck Bonamour, elle est belle, lui qui découvre le Tour de France. Il a un beau sourire, il est toujours cool avec les journalistes et tout. Tu sens, il arrive vraiment à transmettre sa passion pour son métier et le plaisir qu'il a eu à découvrir le Tour de France. Donc moi, je suis pas surpris. Je suis même plutôt content de le voir de le voir à ce niveau-là. Puis à ce côté chauvin aussi, chauvin sur le Tour de France, comme l'a dit Samuel Ito. Ça doit aussi un peu jouer, même si ça énerve un peu les autres de temps en temps. Non, c'est sûr, ouais. Après, le vainqueur du prix de la combativité n'a pas toujours non plus été un mec qui ne gagnait pas. Donc, on peut comprendre la frustration de certains Belges de voir Bonamour plutôt que Van Aert le remporter. Parce que, par exemple, l'an dernier, c'est Marc Hirschi qui gagne. Il y a 2 ans, c'est Alaphilippe qui gagne. Voilà. Et même Warren Barguil qui avait gagné le prix du maillot à poids, et ben, il avait été élu super combatif. Donc, ou Peter Sagan, même en 2016, je suis en train de regarder le palmarès. Mais c'est vrai que cette fois, Bonamour le mérite pas mal. C'est notamment celui qui a fait le plus de kilomètres en échappée.
Donc, il faut aussi avoir les jambes pour le faire. Mais on comprend en tout cas le débat qui peut exister. On passe, les amis, au trophée suivant. Donc, Vingard est élu trophée de la révélation. Et le trophée suivant, il est un peu plus poil à gratter, disons. C'est le trophée de la frustration. Vous allez voir du coup Un beau les trophée. nominés De quoi? Un beau trophée. Oui, un peu trophée. Donc les nominés qui sont présents dans ce trophée-là, c'est Richard Carapaz, Groupama FDJ, Movistar et les victoires françaises globalement. Alors je l'ai rajouté, ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais dans frustration, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi. Mais en gros, quand on vous pose quelqu'un qui n'a pas vu le Tour de France, qui vient vous voir et qui vous dit qu'est-ce qui vous a le plus frustré sur ce Tour de France? Ah bah moi, par exemple, c'est Richard Carapaz. J'étais frustré qu'il n'ait pas une fois au moins remis en question le leadership et la domination de Tadej Pogacar. Mais je peux tout à fait comprendre qu'on réponde le niveau de la Groupama FDJ, la Movistar pas présente et les chutes de Lopez. Donc voilà, ça, c'est un prix qui est un peu plus diffus, disons, dans l'idée qu'on s'en fait. Mais vous allez me dire ce que vous, et on va voir par le sondage un peu ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, on le voit tout de suite que comparé aux deux premiers prix, c'est beaucoup moins clair et il y a beaucoup plus débat. Et en tout cas, il y a une petite réponse qui se dégage, qui est la Groupama FDJ, talonnée de peu par la Movistar. Est-ce que vous deux, Polo et Robin, votre réponse se situe entre ces deux entités? C'était quoi l'autre entité? Alors, il y Parce que a j'étais en train de Richard faire un sondage, c'est Carapaz. pour ça que j'ai pas tout écouté. Alors, il y a la Groupama FDJ qui est première là en ce moment avec 36% et la Movistar qui est deuxième avec 23%. Les résultats français 16% et Carapaz 15%. Non, moi, le principal, pour moi, c'est les résultats des Français. L'avantage avec les Français et le côté chauvin qui nous habite quand on regarde le Tour de France, c'est que si on a de super résultats, si on a un beau raid en montagne de David Gaudu, si on a une belle victoire d'étape de Nasser Bonnier, etc., eh ben on oublie un peu le reste. On oublie les autres déceptions, les autres frustrations. Et le problème, c'est que quand ça peut se coller un peu avec la Groupama FDJ parce qu'elle en est en partie responsable. Mais, C'est euh, ça, je mais, voulais dire ça aussi. mais pour moi, c'est ça pour moi le plus frustrant et le plus décevant de ce tour, c'est que au-delà du manque de bagarre pour le classement général, etc. À côté de ça, on n'a pas eu non plus des Français qui nous ont régalé sur ce Tour de France. Donc c'est ça la frustration. Robin, tu voulais dire quoi du coup? Bah, comme Polo, qu'en fait, c'est très lié. La frustration Groupama FDJ, elle est la conséquence, ou plutôt les victoires françaises sont la conséquence en partie de la déception, de la frustration Groupama FDJ, parce que si Desmar et Gaudu font le tour qu'on attend d'eux, entre guillemets, tu as, disons, on va dire, 2 victoires en plus côté français. Et si tu as 3 victoires françaises, parce qu'il y en a une d'Alaphilippe, une de Desmar, une de Gaudu, c'est pas la même histoire que si tu en as une seule et qu'en plus elle intervient le premier jour. Donc derrière, tu as l'impression d'avoir 3 semaines de vache maigre. Moi, j'ai été honnêtement frustré du Tour de Groupama FDJ. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Mais voilà, j'attendais tellement de Gaudu, j'attendais aussi une confirmation de Desmar qui avait dominé les sprints du Giro et j'espérais le voir dominer les sprints d'un autre grand tour et notamment du Tour de France. Bah, ce sera pas pour cette année, pardon. Ouais, il faut digérer, Romain. Attention. Je suis un chien parce que ça m'arrive tout le temps et vous ne me le faites jamais remarquer. Mais bref. Pour Excess qui dit pour être frustré, faut s'attendre à quelque chose. Alors c'est vrai globalement. Et lui, en l'occurrence, Excess, tu notes que tu ne t'attendais à rien de la part de la Movistar. Alors est-ce que vous ne vous attendiez à rien de la part de la Movistar et vous n'êtes pas frustré de leurs résultats? Et j'en parle notamment parce que les résultats du sondage montrent que Groupama FDJ a 34% des suffrages, avec les résultats FR qui sont à 20%, donc on peut presque les englober les deux. Et derrière, c'est la Movistar qui est à 20%. Ouais, moi, je vois ce que veut dire Excess dans le sens où tu sais qu'avec la Movistar, quelle que soit l'équipe qu'ils alignent et quels que soient les objectifs qu'ils ont affichés, tu sais qu'il va y avoir une couille dans le potage à tout moment. Là, pour le coup, la chute de Lopez, la chute de Marc Soler, un Valverde moins rayonnant que sur le Dauphiné,
Henrik Mas, j'ai un peu envie de te dire au niveau d'Henrik Mas, mais à qui il manque toujours ce petit truc, surtout sur un parcours de 60 bandes de contre-la-montre. Voilà, ça nous donne une équipe Movistar, même encore un peu plus décevant que les années précédentes, parce qu'ils n'ont vraiment rien tenté. Peut-être un peu sur la première étape des Alpes, si je ne dis pas de bêtises, où ils ont un peu roulé avec Ineos, ou alors c'est peut-être l'étape du Ventoux. J'ai un petit trou, les gars du chat nous le diront. Mais mis à part ça, je crois que c'était l'étape du Ventoux. C'est l'étape du Portet, non? Ouais. Ouais, moi j'hésite entre l'étape du Portet et l'étape du Ventoux. Je sais plus exactement. Portet, oui, je crois. Et mis à part ça, tu les as pas vus. Tu les as pas vus une fois. Mas a tenté de s'accrocher sur les pentes de l'Uzardiden. On s'est dit un moment qu'il y a peut-être le moyen d'aller chercher une victoire d'étape. Mais à part ça, avec l'équipe que tu as, c'est un niveau abyssal. Ivan Garcia Cortina n'existe pas. Ils ont raté tous les bons coups, notamment le dernier jour pour aller se jouer la victoire à Libourne avec Garcia Cortina et Valverde qui se relèvent avec un autre de leurs coéquipiers. Voilà, ils ont tout raté sur ce Tour de France. Ouais, malheureusement. Et victoire du coup de la Groupama FDJ, donc victoire malheureuse de la Groupama FDJ, mais effectivement, comme on dit, et comme ça a été noté, on est forcément très. Joseph, on salue Nicolas, ton nom, qui est dans le chat et qui te souhaite un joyeux anniversaire. Oh là là, Nico et MC qui sont présents. C'est ma marraine, les amis. Et je fais de gros bisous. Pourtant, je ne les ai pas vus, tiens, moi je les embrasse aussi. Bientôt, on les verra, Polo. Ne t'inquiète pas, mais ce sont des personnes formidables et je leur fais de gros bisous, les amis. Et donc, la Groupama FDJ qui remporte ce sondage devant la Movistar à 20%. Et effectivement, comme je disais, pour être déçu de quelque chose, il faut en attendre quelque chose et il faut avoir de l'estime aussi pour cette chose-là. Et en l'occurrence, on a beaucoup d'estime et d'attente envers la Groupama FDJ parce qu'ils nous ont régalé ces dernières années. Donc, on sait qu'ils sont capables de faire mieux parce qu'ils ont bossé pour avoir le matos pour faire mieux. Donc, on espère que les prochaines années, ça ira beaucoup mieux. En tout cas, globalement, ils le méritent, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est qui lance des chansons? Ça lance des chansons. Attention, moi je chante. Hein. Attention, moi je chante. Hein. Tu chantes, Joseph? Bah ouais, je chante ma propre anniversaire. Pourquoi tu chantes, Joseph? Bah parce que c'est ça. Mais il sort d'où le son? Mais d'où il sort, Joseph? Non mais en vrai, il sort d'où le son? Alors, d'où est-ce qu'il pourrait sortir? Mais attendez, c'est un malade, mais t'arrives d'où toi, espèce de malade? Il y a mon petit frère qui m'apporte un anniversaire, donc voilà, je vous présente. Attends, tiens bientôt. Je vous présente mon petit frère, Eric. Voilà. Il est beau gosse. Il est beau gosse. Il est prêt. Ah, les enculés. Ah, les enculés. J'avais pas prévu cette partie. C'est comme ça qu'il me remercie, ce petit con. Je lui ai fait gagner plein d'argent avec le Tour de France. Oh là là, j'ai même perdu ma petite. Ah, elle est pleine de traits. Ah, ça me dégoûte. Oh mon Dieu. Fini l'émission comme ça, hein, Pierre. C'est mon gâteau préféré en plus. C'est à quoi? C'est une tarte citron meringuée. Je vous annonce, hein, je ne peux plus toucher mon ordinateur. Hein. Il n'y a que moi qui veux être comme ça. Bah bravo les amis. Paul, tu étais un enculé, mais t'étais dans... Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oh mon Dieu. C'est parce qu'il peut pas se lever et taper son petit frère, du coup il nous insulte. Non, j'étais dans la confiance avec non, mais le truc en fait avec ton petit frère, c'est que il achète le gâteau. Il me dit putain, j'aimerais bien lui foutre dans la gueule et tout. Je fais vas-y, fous-lui dans la gueule. Il me fait tu me donnes l'autorisation? Je sais pas, oui, je te donne l'autorisation. et du coup, on est parti là-dessus. Bon. Les amis, voilà. C'est un excellent dessert. Continuons. Bah, du coup, l'artificier, on peut même presque mettre Eric Ruiz dans les artificiers avec Polo Harrer, apparemment. Ouais. Mais je sais pas quels artificiers t'as mis, mais lui, en tout cas, il a touché touché la cible. Hein. Ouais, effectivement. Et ben voilà les artificiers. Du coup, il y a Julien Alaphilippe, Matej Mohoric, Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert. Ouais, ils ont touché leur cible aussi. Donc j'ai 29 ans, Bilal. Voilà. Mais effectivement, ils ont touché leur cible. Petit sondage, Polo, du coup, les artificiers.
Ah, c'est hyper bon, hein. Moi, manger et parler comme ça à vélo, je sais pas, je suis hyper heureux, hein. Je suis hyper heureux, hein. Merci Eric, c'est gentil. À tout à l'heure. Du coup, la question est ça, les amis, le trophée de l'artificier, à qui doit-il revenir, Robin? Moi, je dirais quand même Mohoric parce que c'est celui qui a gagné 2 fois en échappée. Van der Poel, Alaphilippe, Van Aert ont gagné, mais une fois en échappée. Van Aert une deuxième fois contre la montre. Mohoric, c'est celui qui finalement a le mieux senti les échappées, disons, parce que Alaphilippe, il gagne sur une arrivée où on l'attend énormément. Van der Poel, pareil. Van Aert, un peu moins, mais Van Aert, il n'a pas eu vraiment à sentir une échappée. C'était un petit peu écrit d'avance. Mohoric, lui, s'est retrouvé, et surtout Van Aert, pardon, ça s'est joué à la jambe et il n'y a pas eu trop de stratégie dans son échappée vainqueur à Malocène. Alors que Mohoric, lui, 2 fois, il s'est retrouvé dans des échappées déjà sur des étapes longues, sur des étapes où c'était pas facile de prendre l'échappée parce qu'il y avait du monde qui voulait aller devant. Et à chaque fois, il a réussi à s'isoler, à faire la nique à ses adversaires. Et donc, moi, c'est celui que j'ai envie de mettre en avant. C'est pour moi le maître des échappées de ce Tour de France. Moi, j'irais plutôt sur Julien Alaphilippe parce que. Voilà, il y a du grabuge chez moi. Qu'est-ce que tu C'est fais? pas Ah, chez c'est moi. toi. Ah, je crois que c'était chez Joseph, moi. Ah non. Non, mais c'est quoi ces C'est baraques? les bières qui se sont cassées la gueule dans le frigo. Déjà surpris qu'il en reste des bières plein heure. J'allais m'en chercher une après pour fêter la fin du live. On salue aussi Johan Grassi, Joseph, dans le chat, qui te souhaite ton anniversaire. Johan Grassi, la famille, hein, dans le sens propre comme dans le sens figuré du terme. Bisous à Yo-Yo. Cela dit, moi je mettrais Julien Alaphilippe parce qu'il a été offensif. Il a gagné son étape aussi en attaquant. Il a été offensif tout le Tour de France. Alors certes, il y a moins de réussite que Mohoric, pas beaucoup moins, hein, 2 étapes contre une. Mais pour le coup, avec ce beau maillot de champion du monde, etc., certes, le plus combatif méritait, je pense, plus d'aller à Bonamour. Mais du coup, si on doit choisir un artificier, moi, je vais sur Julien Alaphilippe. Donc, Ouais, Polo, c'est toi, t'as pas dit non Julien plus complètement Alaphilippe. délirant. Je mets Mohoric, Polo, mais Alaphilippe, c'est sûr, à animer ce Tour de France. Et que dit le chat du coup dans le live du coup avec le sondage? Alaphilippe à 30%, Van der Poel à 31%, donc c'est pas fini. Continuez à voter. Ouais, votez, les gars. Van Aert est à 16%, Mohoric quand même. On connaît les sondages, attention, là on est presque aux 3 quarts du sondage sans doute, mais il est à 22%, c'est-à-dire qu'il a même pas 5 votes de retard sur les 2 autres. Donc c'est assez chaud. En tout cas, on sent que tous C'est ces serré. coureurs-là, c'est hyper serré. Et qu'en tout cas, c'est vrai que ce sont les hommes qui vraiment ont été impressionnants. Mais Van der Poel est en ce moment à un vote devant Julien Alaphilippe. Est-ce que on va attendre un peu que ça bouge? Est-ce qu'un artificier, les gars, doit a un attribut particulier? Est-ce qu'il doit être resté 3 semaines? Est-ce que il doit avoir foutu le bordel, un vrai bordel? C'est-à-dire que Van Aert a été un artificier un peu différent. Qu'est-ce que vous attendez d'un mec qui fasse le spectacle vraiment? Bah, moi, je pense qu'il faut qu'il parte sur des étapes où on s'attend à pas avoir un spectacle forcément monstrueux. Julien Alaphilippe. Ouais. Bah, Alaphilippe, il fait le spectacle à Landerneau d'une manière incroyable, mais on s'attend à ça. On n'est pas surpris. Et Mohoric, j'ai l'impression que quand même, il nous fait le spectacle sur des étapes un peu plus. Alors, celle du Creusot, on s'attendait à ce qu'il y ait une échappée. Ah, on a perdu Robin. Robin, je ne sais pas, de toute façon, je ne sais pas à quoi il joue. Il a fait toute une quotidienne, donc c'est quand même sur le digital, sur le web, avec le besoin d'avoir une connexion très, très importante. Solide. Il a fait tout de la quotidienne en partage de connexion. Alors, je ne sais C'est pas un comment il a malade. fait je sais pas comment il a fait pour tenir tout ça. Et il va avoir un hors forfait de bâtard. Ouais, et puis ouais, comme dit le cyclisteur, au revoir Robin distancé, Robin a pris une cassure, ouais. Il est comme Rigoberto Urán, il a pris quelques tirs en cette fin de Tour de France. Clairement. Mais bon, je pense qu'on a fait le tour du coup sur les artificiers. Bah oui, d'ailleurs, c'est Alaphilippe a un gagné avec offensif, 32%. Ça veut dire une voix seulement devant Van der Poel. Oui, Van der Donc, Poel, je le compte pas, parce que autant pour le coup, il y a pas de débat sur son nom finish du Tour de France ou quoi. Autant tu peux pas le mettre dans un trophée s'il n'a pas terminé le Tour et s'il est parti au bout d'une semaine, quoi.
Ouais, c'est vrai que ça nous a un peu frustré en tout cas, et notamment ça a même frustré quelqu'un comme Guillaume Martin, hein, qui l'a dit clairement en interview qu'il avait pas kiffé. Je suis horrible avec cette crème. En plus, ça colle maintenant, c'est sec, Ah là, ça ça me, va ça me coller, dégoûte. c'est Ça me dégueulasse. dégoûte, les amis. Je suis horrible. Bref, Bon, passons du avançons, coup. Joseph. 19h58 déjà. Eh En gros, oui, avec tout ce eh ben, qu'on a à c'est faire l'heure de après. passer à la meilleure team, du coup, la meilleure team avec les nominés qui sont la Deceuninck Quick-Step, voilà, la Deceuninck Quick-Step, UAE Team Emirates, Bahrain Victorious. Bah oui, les amis, si on l'aimait pas, on a l'air de con quand même. Après, on peut en parler, mais bon. Et donc la Jumbo Visma. Polo, qui as-tu choisi? Et si tu veux, attends, bah, si tu veux, ce qu'on peut faire, je peux essayer de récapituler pendant que tu mets un peu tous les sondages, ce Je vais mettre le, que ouais, ce je que vais les mettre le équipes ont un sondage. peu fait, quoi. Voilà, bah fais ça. Et puis après, moi je peux commencer à te répondre, hein. Je peux faire deux choses en même temps. Il faut juste que je Ah bah m'ouvre si tu arrives ça. à faire deux choses en même Et, temps, Polo, moi je mais suis oui, dac. Moi je suis dac. si c'est comme ça, moi Si je c'est dis DAC. fifou, moi je suis dac. Non, moi je mettrais la Quick Step. Je mettrais la Quick Step parce qu'elle a dominé outrageusement ce Tour de France, que ce soit en nombre de victoires d'étape, avec le CAV, avec Alaphilippe. Elle est d'ailleurs pas passée loin non plus sur les chronos, avec des super résultats d'Asgreen ou de Cataneo notamment. Elle a porté le maillot jaune, elle va le ramener le maillot vert. C'est quand même assez fou ce que la Deceuninck a fait. Après, évidemment, comment tu juges une performance sur un Tour de France, évidemment. UAE, pour moi, elle ramène le maillot jaune. Pogacar tape 3 victoires d'étape. Euh, c'est énorme aussi. Et donc, pour moi, il y a combat. Et puis, il y a surtout un combat de vision entre qu'est-ce qui est un tour réussi en fonction de tes objectifs que tu as visés. L'objectif du Team UAE est complètement rempli et l'objectif de Koenig est complètement rempli. Bah, pour moi, ça se joue vraiment entre ces deux équipes. Attends, du coup, en fait, je pensais pouvoir faire deux choses en même temps, mais je peux pas parler et écrire en même temps. Voilà, Bah c'est non, c'est un fait. C'est c'est un fait. extrêmement, Du coup, c'est j'écris le extrêmement, sondage. Là, j'écris le c'est sondage. extrêmement compliqué à avoir un propos cohérent en écrivant, c'est très très compliqué. En tout cas, vous avez l'air globalement, on va voir ce que dit le sondage, mais relativement d'accord avec Paul pour dire que la meilleure équipe a été la Deceuninck. Bilal notamment dit meilleure équipe Deceuninck, la team d'amis, la Deceuninck Quick-Step, d'après Excess. Que des usines, dit I am so Alexius. Oui, c'est sûr, c'est que des entreprises, que des petites usines de quartier. Kubecha pour Kevin, très bon, ça j'aime cet humour. Pour le taf avec le cave, on peut dire que Quick Step pour Samuel. Tiens, c'est marrant, c'est les 4 teams mis en cause dans l'affaire des routes suspectes d'après Chostigal. Bah, tout à fait, t'as raison. T'as raison, mais bon, malheureusement, ce sont les équipes qui factuellement ont les résultats, donc on est tenu de les mettre. Mais regarde, je prends ton commentaire pour dire que voilà, on le sait et qu'on en parle, on le passe pas sous silence. Mais en tout cas, pour Chial, c'est aussi la Deceuninck loin devant. Pour Timothée, Jumbo, très bon bilan et sans Roglic. C'est vrai, Paul, que si Primoz Roglic avait été présent, on aurait pu s'imaginer que la Jumbo quand même aurait été bien partie pour faire un énorme, énorme Tour de France. Je sais pas, gros. Je sais pas ce que ça aurait concrètement changé. Est-ce que Roglic aurait été vraiment plus fort que Pogacar? Est-ce que d'ailleurs, je t'invite pendant que j'ai fini ma théorie à répondre à Robin. Et je sais pas s'ils auraient pu faire mieux que si Vingegaard a pas fait mieux que ce qu'aurait pu faire un Primoz Roglic. Je sais pas si Primoz Roglic serait allé chercher plus de victoires d'étape ou mieux que ce qu'a cherché Vingegaard, sachant que j'ai quand même l'impression que Pogacar était intouchable sur ce Tour de France. Voilà, c'est plein de questions comme ça. Je me risquerais pas à dire que le Tour de la Jumbo aurait été mieux, même si le Tour de la Jumbo là, est très réussi, notamment Oui, avec ce duo Vingegaard-Van Aert. Je ne me risquerais pas à dire qu'il aurait été encore plus réussi s'il y avait eu Roglic. C'est quand même compliqué de, il aurait peut-être fini deuxième à 1 minute, quoi. Mais c'est vrai et, qu'aller chercher Pogacar aurait paru très et comme, compliqué. et comme Paraît dit très compliqué. Amso Alexous, s'il y a Roglic, pas de victoire à Malocène et à Andorre. C'est peut-être pas faux, hein. C'est peut-être pas faux, hein, parce Ouais, c'est que pas faux. Parce que Peut-être, oui. on oublie que s'il y a Roglic, est-ce que Kuss aurait eu la liberté qu'il a eue? Van Aert aurait peut-être eu. C'était la promesse cette année. Sa venue sur Tour de France était conditionnée au fait qu'il y ait un peu plus de liberté que l'an passé notamment. Mais est-ce qu'un Kuss aurait eu cette liberté-là? Je ne sais pas. Donc c'est Pas très sûr, avisé ouais. comme commentaire. Moi, je suis d'accord avec ça. Eh ben, Oh les très gars, bien. Eh ben, Robin, ça va ou quoi? ça va.
Cette fin de tour est laborieuse. On dirait Kung à Ouais, l'arrivée du on dirait- contre-la-montre de à Laval. Laval, à l'arrivée du contre-la-montre Ah à non, mais Laval, ouais. mon internet a lâché, je sais même pas pourquoi. J'ai dû le remettre, ça marchait plus. Je T'as pas cliquais sur le bon payé, lien, t'as je pas te jure. payé, t'as pas payé. Si, j'ai payé. En plus, j'ai remis du forfait sur mon téléphone. Là, putain. Bon Il va alors, la vraiment meilleure falloir que je équipe fasse pour une toi, bof. c'est qui? J'ai pris une bière en ton honneur, Joseph. Ah ouais, très bien. La Merci. meilleure équipe, je dis, c'est dur. Je dis Bahrain Victorious Ah, c'est pour intéressant l'animation de la course. parce que jusque-là, la Deceuninck Quick-Step était largement la meilleure équipe. La Jumbo-Visma est deuxième et pas mal quand même proposée. Team UAE, malgré la victoire de Pogacar, pas tant que ça. Mais effectivement, tu oses dire la Bahrain Victorious. Oui, parce que c'est l'équipe qui court le plus différemment, en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien quand même si les autres sont pas à blâmer. Tu as dit de Conan Quick-Step dans les sprints, notamment avec Cavendish, fait un super tour. Jumbo-Visma et UAE plus pour le général. Bahreïn court, disons, 100 coureurs pour le général et en se disant qu'ils vont animer les étapes. Et c'est une philosophie qu'on retrouve quand même de moins en moins, en tout cas chez les grosses équipes. Animer les étapes, c'est souvent la stratégie des équipes qui n'ont pas la capacité de jouer ni le général ni les sprints. Mais chez Bahreïn, on pourrait finalement. Et j'aime bien le fait que malgré qu'on ait des coureurs pour jouer ces deux tableaux-là, on décide d'aller animer les étapes. Voilà. Très bien, ok. En tout cas, victoire dans le sondage de la Deceuninck Quick Step, les amis. Passons au prix Casper. Le prix Casper, pardon. Hop, c'était parti complètement. Le prix Casper, vous allez voir, c'est assez simple. Hein, c'est tout simplement le coureur ou l'équipe qui nous a le plus déçus, tout simplement parce que on les a pas vus. Voilà 4-5 nominés même. Jakob Fuglsang, la Team Bike Exchange, Marc Hirschi, Emmanuel Buchmann, d'ailleurs auquel je crois que j'ai oublié un M ou un N, je ne sais pas. Désolé pour son nom, son prénom. Et Non, je crois que c'est ça. Christopher Froome. Il me semble que c'est Ouais, ça. c'est ça. Ok, d'accord. Et Christopher Froome, du coup, pour terminer, est-ce qu'il y en a un véritablement qui sort pour vous un peu plus du lot dans ce trophée-là? Jakob Fuglsang, c'est quand même fou quand on voit ce qu'il réussissait à faire sur le Tour de Suisse il y a encore quelques semaines, de ne même pas l'avoir vu tenter, ne serait-ce qu'une échappée ou ne serait-ce que quelque chose, ne pas avoir été leader. Ça, de toute façon, on sait qu'avec Fuglsang, qu'on l'attende ou qu'on l'attende pas, le Tour de France, c'est trop long et il y a toujours un truc qui va pas. Là, pour le coup, au-delà de ça, il a vraiment rien fait. Bon, après, il a dû beaucoup bosser, je pense, pour Lutsenko, mais c'est pas le rôle qu'on attend d'un Jakob Fuglsang. Donc, moi, je dirais quand même sur lui à première vue. Robin, toi aussi? Je suis assez d'accord. Parce que c'est celui sur lequel on pouvait avoir des attentes. Froome et Buchmann, j'en avais aucune attente. Même si, évidemment, Ouais. Froome, c'est celui qui a le plus gros écart avec ce qui est censé être son meilleur niveau. Tu termines dans le groupe Eto. Non, mais là, c'est même pas l'alcool qui remonte. Hein. C'était juste une pause. Ah non, Non, Froome, disons que j'en avais vraiment pas d'attente. On avait vu depuis plusieurs mois quand même qu'il allait pas pouvoir faire grand chose. Bourman, depuis son Tour 2019, c'est pareil. On n'en a pas vu beaucoup et on savait que chez Bora. D'ailleurs, dans le chat, quelqu'un nous dit, alors j'apprends que Bourman était sur le tour. Timothée apprend que Bourman était sur le tour. C'est quand même fou. Ben ouais, mais je pense que tu peux dire la même chose avec Fuglsang et c'est quand même plus décevant avec Fuglsang parce qu'on en attendait un peu plus. Et, voilà. Il y a une mention quand même à Bike Exchange. Quelqu'un les a mentionnés aussi dans le chat. Moi, c'est peut-être mon deuxième choix parce que quand tu as quand même Chavez, Yates, Matthews au départ, que Chavez et Yates, alors ok, il y a des abandons et tout, mais Chavez et Yates, on les a pas vus une fois. Alors si Yates, une échappée dans laquelle il se fait rapidement lâcher. Et Matthews, qui fait 2 podiums d'étape, mais quand l'étape est déjà jouée, c'est-à-dire quand Alaphilippe gagne à Landerneau et quand Conrad gagne dans les Pyrénées. Donc voilà, qu'il ne soit capable, Bike Exchange, de faire que 2 podiums avec Matthews sur des étapes déjà jouées, ne pas jouer vraiment le maillot vert parce qu'ils n'ont pas vraiment donné un coup de chaud à Cavendish, ne jamais jouer la victoire d'étape, je trouve ça assez incroyable pour une équipe qui a un tel panel de coureurs. Quoi. On ne parle pas d'une équipe invitée. C'est ça, moi, et beaucoup de gens le soulignent dans le chat. Bourman, il venait vraiment en tant que coéquipier de Wilco Kelderman.
Il était favori sur le Giro, il était même bien sur le Giro. On se souvient de l'étape à Montalcino où il était bien avec Egan Bernal. Puis après, il a déjà abandonné. Là, c'était vraiment rôle de coéquipier. Donc, un peu l'image d'Hirschi, même si Hirschi, on a tendance à comparer à son tour de l'an passé. Il n'y arrivait pas avec le même objectif. Il arrivait quand même avec un leader à protéger pour lequel il fallait bosser. Et puis, il n'arrivait pas dans les mêmes conditions physiques. Il a un début de saison compliqué avec cet embrouillio, ce changement d'équipe, etc. Donc voilà, Ça, on était tous conscients qu'on n'aurait pas le Hirschi de 2020. C'est ça. Donc ouais, ça joue vraiment entre Fuglsang, cette équipe Back Exchange qui s'est un peu ratée, alors qu'elle a pourtant de quoi faire de belles choses, que ce soit en montagne ou au sprint. Donc voilà. Très bien. Et Hirschi alors, a chuté, hein, nous dit Cyclister, on l'a pas dit, mais c'est bien viandé aussi. ouais, ce qui est important, bien évidemment, dans ce concours du Casper. Mais en tout cas, j'ai l'impression que Fuglsang et Back Exchange sont assez bien placés. Hirschi est deuxième, pardon. Donc Fuglsang premier, Hirschi deuxième et Back Exchange troisième. Donc Jakob Fuglsang est élu Casper du Tour de France. On avance avec la preview de l'étape de demain, les amis. Même pas besoin de profil. Gros suspense. Ouais, Gros suspense. on va pas rester longtemps là-dessus. Hein. Quoique, on ne sait jamais. La seule chose que je peux vous proposer, les gars, c'est même pas un profil, c'est juste par où passe le Tour de France. Si vous passez dans le coin, régalez-vous. Regardez un peu les villes dans lesquelles ça se passe. On rappelle que le Tour a signé une convention avec les Yvelines pour que pendant 5 ans, ça part toujours des Yvelines. Ah ouais, juste, les gars, même pas ça. ouais. C'est pour ça que ça part toujours des Yvelines en ce moment. Est-ce que un petit pronom tout simplement pour être très rapide, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur en plus parce que ça va se terminer au sprint quoi. Enfin, en théorie, mais bon. La 35e de Cavendish. Moi, je mets Van Aert. J'aime bien. Pour changer. Tu sais quoi, j'aime beaucoup. Il a l'air en forme quand même. Il a l'air en forme. Solide, bien emmené par Tennyson. Le seul sprint qu'il a fait, je me demande encore comment il perd face à Cavendish. Et ce qui est sûr, c'est que s'il y a 50 mètres de plus, il le passe. Voilà, après, Cavendish sera bien emmené. Voilà, après, il y a Limby Scott qui nous dit dans le chat, Van Aert ne sprintera pas. Je sais pas. Là, pour le coup, j'ai pas d'infos là-dessus. Peut-être qu'il l'a annoncé ou pas. Pour le coup, j'ai pas vu. Mais j'imagine bien. Van Aert, il n'y a aucun intérêt à ne pas sprinter, c'est la dernière étape. Bah ouais, c'est ce que je mais me pour dis les aussi. jeux, peut-être pour se préserver pour les jeux, quoi. Oui, ça va, un sprint de 300 mètres, il va s'en remettre. Hein. C'est ça. Si tu veux te garder du jus pour les jeux, tu fais comme Nibali, tu fais comme Van Der Poel et tu nous saoules pas, quoi. C'est vrai. Tu nous saoules pas. Et du coup, non, je dis Van Aert pour changer un peu de Robin, même si le CAF sera encore déposé et s'il déconne pas, il ira chercher la 35e. Ouais, il y a de fortes chances. Van Aert a sprinté, il l'a dit, voilà. Ah bah voilà, comme ça au moins c'est et clair. surtout son équipe, au lieu de protéger Vingegaard de quoi que ce soit, peut lui emmener un train un peu sérieux pour qu'il aille sprinter. Mais pourquoi pas. En tout cas, dans les pronos, c'est assez serré entre Cavendish et Van Aert. On avance, les amis, avec la rétro de Robin. Du coup, Robin, aujourd'hui, tu vas nous parler de Cavendish. Du coup, c'est pas pour rien que tu le mets comme favori peut-être des Champs-Élysées. Peut-être que tu as envie de parler de record et d'un homme qui gagne. Et comme ça, pour des rétros dans l'histoire, toi, ça te fait plaisir de parler des choses comme ça. Exactement. Alors, c'est une rétro un peu récente par rapport à celle des derniers jours où on est allé un peu dans les années 1910, 1960. Mais je voulais revenir sur les victoires de Cavendish aux Champs-Élysées, même s'il y en a peut-être pas mal dans le chat qui les ont vécues parce que certains sont très jeunes, mais d'autres un petit peu moins. Et il n'y a pas grand monde qui avait vécu les épisodes de Roger Rivière, mais ceux de Cavendish peut-être un peu plus. Pour rappeler d'abord que le Tour arrive sur les Champs-Élysées depuis 1975 et que c'est quasiment exclusivement un sprint sur les champs. Il y a eu 4 échappés qui sont allés au bout, généralement des échappés qui partaient dans le final. Donc voilà, c'est l'apanage des sprinteurs. C'est peut-être dans la saison cycliste l'étape, la journée où les sprinteurs ont le plus envie de gagner. C'est la journée la plus mythique pour les sprinteurs. Et Cavendish, lui, il a gagné 4 fois sur les Champs-Élysées.
c'est un record évidemment absolu. En plus, il a gagné 4 fois consécutivement, alors que tous les autres, on peut citer notamment Greipel, Kittel, Bernard Hinault aussi, Abdou Japarov et je crois Zabel. Maintenant, je suis pas sûr. Non, McEwen, pardon. Donc voilà, c'est les 5 autres qui ont gagné plusieurs fois sur les champs, mais eux n'ont gagné que 2 fois. Donc personne ne l'a fait 3 fois, encore moins 4. Et Cavendish est encore dans le peloton et il a de grandes chances de gagner demain. Il pourrait en amener une 5e, donc ce serait vraiment historique. Et donc, pour revenir sur ces victoires, la première, elle intervient en 2009, même si on a parlé déjà durant ce Tour de France lors de rétro de son Tour 2008 et de ses premières victoires au sprint. Mais voilà, en 2008, il ne termine pas le Tour de France, donc il doit attendre 2019 pour gagner une première fois sur les champs. Et cette année-là, l'étape des Champs-Élysées, pour lui, elle est vraiment symbolique et très très importante. Il a déjà gagné 5 étapes sur le Tour et pourtant il est très stressé le matin de l'étape parisienne. Il demande même à l'attaché de presse d'HTC Columbia à ne faire aucune interview le matin à la descente du bus. Donc c'est à elle de faire en sorte qu'il ne soit pas intercepté par les journalistes. Tu vois. Ah ouais, effectivement. Mais du coup, ça a plutôt bien se passer pour lui, du coup. Ouais, surtout en 2009, c'est peut-être l'année même où ça se passe le mieux, puisque c'est là où il fait un doublé avec Mark Renshaw. Avec Mark Vous avez Renshaw. peut-être en tête cette image, elle est incroyable. Il est Bah, ils l'ont en emmené, tête mais et ils l'ont même devant les yeux. voilà, exactement. Parfait, parce que moi j'ai mes notes en face des yeux, donc je ne vois pas tout ce que Joseph met avec un timing excellent. Mais voilà, c'est vraiment, je pense, ce qui représente le mieux le train d'HTC Columbia. On parle souvent des nombreuses victoires de Cavendish, et finalement, c'est arrivé sur les Champs-Élysées où ils font 1 et 2, et en plus, avec un espace monstrueux devant les autres. On voit Ushoft maillot vert derrière. En vérité, celui qui va faire 3e, c'est Tyler Farrar qui est un petit peu caché derrière Renshaw. C'est vraiment la domination d'HTC ce jour-là, elle est tellement au-dessus. Et on a le plan de caméra sur les 250 derniers mètres qui montre la vitesse prise par Renshaw puis par Cavendish, où vraiment il y a absolument personne qui est capable de rester ne serait-ce qu'à 2-3 mètres. Ils sont super loin. Donc, c'est pour moi la victoire la plus impressionnante. Et il y en a d'autres qui vont arriver. Celle de 2010, de nouveau avec HTC, où il termine juste devant Petaki, qui lui chip, entre guillemets, le maillot vert, puisque Cavendish, pendant ces années-là, il est ultra dominateur pendant les sprints, mais il n'arrive pas à aller chercher ce maillot vert. Et il dira en français « Je suis content » en 2010, après sa victoire sur les champs. Alors, c'est une phrase basique, mais ça montre quand même le début de son attachement avec le Tour et voilà le fait qu'il fasse l'effort de parler en français. Et l'année la plus symbolique peut-être, c'est 2011 où il gagne avec le maillot vert sur les Champs-Élysées. Ce maillot vert qui va ramener sur les champs, qui va porter ensuite sur le podium protocolaire et qui est vraiment pour l'instant l'un des moments les plus historiques de son Tour parce que des victoires, il en a 34, mais un maillot vert, il en a qu'un seul. Surtout, on lui prédisait depuis longtemps, mais il tournait autour sans réussir à l'avoir. En 2008, ça avait été Fréré et puis il n'avait pas terminé le Tour. En 2009, Ushoft. En 2010, Petaki. Et finalement, voilà enfin qu'il l'a en 2011 et on voit dans sa célébration que ça compte. Il tire le maillot voilà, pour montrer que c'est lui le boss. Il gagne maillot vert sur les champs, sachant que c'est quelque chose qui a été rarement fait. Ça arrive à peu près une fois par décennie, gagner en vert sur les Champs-Élysées. Il y a eu Freddy Mertens, il y a eu Abdou Japarov, il y a eu Cavendish, il y a eu Sam Bennett l'année dernière. Je crois que j'en oublie un, mais je ne suis pas certain. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Hinault à noter, parce que j'aime bien toujours placer une petite référence à Bernard Hinault, avait gagné sur les champs en étant leader du classement par points, mais il n'avait pas vraiment le maillot vert sur le dos parce qu'il portait le maillot jaune. Donc il pouvait pas être partout, Bernard. Ouais, effectivement, il ne pouvait pas tout faire. Mais bon, en tout cas, c'est 3 victoires qui vont en emmener finalement une dernière qui contribue à nouveau au palmarès de Mark Cavendish. Enfin, une dernière. C'est ça, la 4e en attendant peut-être 4e. une 5e demain, Voilà. mais la 4e, elle est particulière parce qu'il est plus chez HTC cette année-là, Mark Cavendish. Alors, il est champion du monde en titre, ça aide à avoir un statut, mais ça aide pas forcément à avoir des coéquipiers qui bossent pour toi parce que sur ce Tour de France, Sky, on se rappelle, c'est 2012 et c'est la première victoire de Chris Froome. Donc la seule victoire de Chris Froome, mais plutôt la première victoire de Sky. La victoire finale, il y a d'autres qui suivront avec Chris Froome, avec Geraint Thomas, avec Egan Bernal. Mais cette année-là, c'est vraiment la première victoire de Sky et c'est très très important que Wiggins gagne. Donc même si tu as Mark Cavendish dans l'équipe, tu emmènes une équipe qui est dédiée à ton leader et ça fait que Mark Cavendish dans les sprints, c'est pas l'année où il est 2012, c'est le Wiggins. plus Ouais, tout épaulé. le monde dit dans le chat 2012, c'est Wiggins. Alors Oui, pardon, qu'est-ce que j'ai dit?
Bah, j'ai pas entendu justement, mais parce que ça a coupé, je crois, à ce moment-là pour moi. Ah, pardon. Mais voilà, c'est juste pour Oui, bien sûr. Donc, rétablir Sky le voulait dossier. absolument faire gagner Bradley Wiggins sur ce tour. Et donc, Cavendish n'est pas le plus épaulé. Il doit un peu se débrouiller tout seul, même si évidemment, on se rappelle que sur les Champs-Élysées, enfin, plutôt au niveau de la place de la Concorde, Bradley Wiggins, maillot jaune sur le dos, emmène un petit relais pour Cavendish. C'était la belle image parce qu'ils s'entendaient quand même bien. Et voilà, Cavendish claque une étape qui veut dire beaucoup pour lui parce qu'on a souvent dit qu'il fallait qu'il soit emmené parfaitement et qu'il soit déposé. Et sur ce tour-là, c'est justement un tour où il est Pas un le peu cas. obligé de se réinventer. Il gagne 3 étapes et il gagne 3 étapes sans être le mieux emmené. Voilà, cette année-là, il y avait aussi des gros débats chez Sky et c'est aussi pour ça qu'il n'est pas resté très longtemps dans cette équipe Sky. Dave Brailsford disait à l'arrivée, oui, Marc, il n'a pas toujours été content sur ce Tour de France, mais c'est normal, il gagne beaucoup d'étapes, il a eu l'habitude d'être le leader, le patron de son équipe. Là, cette année, c'est pas tout à fait le cas. Voilà, il n'est pas équipier, mais il doit partager en tout cas le leadership et ça lui plaît pas forcément. C'est pour ça qu'il partira d'ailleurs déjà chez Quick-Step à l'époque. Et dès 2013, il se retrouve battu sur les Champs-Élysées par 2 Allemands, Kittel et Greipel, qui vont instaurer eux aussi une certaine hégémonie. Kittel va gagner 2 années de suite. Greipel va suivre lui aussi double vainqueur. Et finalement, il faut attendre cette année, 2021, le retour chez Quick-Step pour qu'on envisage de nouveau une victoire de Cavendish sur les champs 9 ans plus tard. Eh ben pourquoi pas. Merci Robin en tout cas pour toutes ces rétros. Tu nous as régalé pendant tout le long du Tour de France et on met. Comment on va Merci faire à vous Polo? les gars, c'était un plaisir. On va les contracter et on va balancer toutes ces rétros sur YouTube, un de ces quatre, c'est ça? Tu viens de donner beaucoup de boulot Non, à Polo. mais on avait parlé, on avait parlé d'un truc comme ça. C'est quoi pour Polo? Je ferai le montage si tu veux. Ah, c'est vrai. On ne C'est vrai? t'entend pas? Ouais. Alors attends, est-ce que c'est moi? Non, c'est pas moi. Moi, Moi, je On t'entends très bien, t'entend? On Polo. t'entend? bah, moi, Je sais je vous pas. entends, ouais. Mais moi, mon micro est allumé, ça module. Donc, je pense, Joseph, ça doit pas sortir. Ah, comment ça, on t'entend pas, Polo? Ça C'est module bizarre. sur Ah, c'est bon, OBS? C'est les bon, gars c'est disent que bon, c'est c'est bon. bon. Je sais pas, c'est bizarre. Il y a eu un Ok, énorme bug. donc, en gros, je disais, les gars, et certains dans le chat nous l'ont déjà dit, pas de Vuelta pour Pogacar cette année, mais l'année prochaine, il va faire pour la première fois de sa carrière 2 grands tours. Il ne sait pas encore lesquels. Il avait déjà annoncé qu'il voulait faire le Giro, il me semble, en 2022. Donc, on verra. Il doit quand même maintenant défendre le Tour de France, donc j'imagine quand même qu'il voudra peut-être le faire. Mais voilà, pas de Vuelta pour Pogacar. Et ce qui est important, effectivement. On termine cette émission du coup avec un quiz, le dernier de la Allez, quotidienne en roue libre. Il y a 8-8 entre Polo et Robin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Si je tout perds, je se joue casse ma télé à la Mohamed Eni. t'as et t'as tout quoi se comme, va euh, se t'as quoi jouer. comme drapeau, Robin, sur ta bière? Sur ma bière, j'ai. Ah, c'est son drapeau, ça. C'est sans drapeau? Putain, c'est nul. Moi, j'ai la Belgique. Bah, Est-ce c'est que nul ça veut dire, aussi. Et- est-ce que ça veut dire que je vais perdre? Je sais pas. Je n'irai pas je sais jusque-là. pas, Je je n'irai sais pas pas. On va jusque-là. voir, on va voir. On va voir, on va voir. Et tout va se jouer sur un sprint final, les Allez. amis, parce que Comment j'ai ça, Let's Go exactement. Polo, je vois dans le chat, c'est quoi ça? Ah, il y en a deux qui l'ont dit. Pourquoi? Parce Ouais, que mais il y j'ai en a 0 qui ont dit 9 aller Robin. questions. 9 questions à poser, les amis. 9 questions sur Ok. grand monsieur Thomas Vauclair. Putain, ça peut balancer d'un côté ou de l'autre. Ouais, Voilà, c'est équilibré. exactement. C'est ça qui est bien. Ouais. C'est équilibré, exactement. Attention, question de rapidité. Quel est le nom de Petit sa blanc. première équipe professionnelle? La Brioche, boulangère. boulange la boulangère. Non, Vendée. Non, mais non, c'est pas non. professionnel. C'est La première équipe pro, bah, c'est Brioche. Ah bah non. bonjour. Ah, bonjour. Exactement. Avant la boulangère, mais oui. Bah oui. Avant la boulangère, il y J'habitais a à eu chercher. Bonjour en J'ai 2000 cherché en 2001. avant. Putain. Moi, je Et pensais vous qu'il m'avez était fait direct à la douter, hein. boulangère. Du coup, j'étais en train de checker.
Mais effectivement, c'était Bonjour avant. Il a été stagiaire chez Bonjour. Il est devenu pro pendant 2 ans chez Bonjour. Puis après, en 2003, c'est devenu Brioche à la boulangère. Bonjour Et, les amis. et sachez pour les rageux qui disent à chaque fois que je donne une réponse que c'est parce que je regarde sur le chat, que j'ai pas le chat sous les yeux. Donc je sais pas. Le seul bonus que j'ai, c'est le bonus cétone du houblon. Donc, les fameux patchs utilisés par la Jumbo, là, les patchs de glycémie. Les patchs de glycémie. Deuxième question, 1-0 pour Paul. La date de son premier titre de champion de France. 2008. 2009. Non. 2007. 2009 Non. 2006. C'est 2009. Non. Et 2 fois champion de France. 2010 alors. Non. 2011. 2011. Non. C'est plus tôt, les gars. 2004. Eh oui. 2005. L'année de son maillot jaune, il est champion de En France. 2004, Thomas Vauclair, effectivement, est champion de France. L'année de son maillot jaune, t'es sûr qu'il est champion de France, Jo ? Eh ben, je regardais tout à l'heure, Thomas Vauclair est champion de France en 2004. Alors, c'est peut-être que c'est un titre de champion de France. Parce que moi, j'ai le souvenir qu'il est avec son maillot de la champion de France sur route la boulangère. 2004. Non, Joseph Ok, a raison. autant pour moi. Joseph a raison. Ok, autant pour moi. Oui, alors, je voulais vérifier, mais effectivement. Honte à nous de remettre en question. Ouais, attends, il n'y a pas de problème. Excusez-nous. Ça fait 2-0 pour Paul. Et non, je ne fais pas de la peinture Québec. J'ai juste pris un énorme gâteau dans la gueule. T'as qu'à regarder YouTube pour voir à quel point je faisais pitié. Il a un maillot de champion de France quand il prend le jaune. J'avais aucun souvenir, les gars. Autant pour moi. Troisième question, 2-0 pour Paul. Une course qu'il a gagnée au Canada. Laquelle Le Grand Prix, ouais. Non. Grand Prix Québec. Grand Prix Québec. Ouais. je sais que c'était l'un des deux, mais je ne connaissais pas le nom exact de la course. 2-1 pour Paul. Non, ah oui, pardon. Ça va, hein? Excuse-moi, je suis stressé. Quand il termine 4e du tour, qui gagne le tour? Evans. Oh non, Evans, je suis con, putain. Pourquoi je suis toujours persuadé quand Dischleck il gagne le Tour 2011. Je vais aller trop vite. 2 partout. En quelle année remporte-t-il le maillot à pois? 2012. 2012. 3-2 pour Robin. 3-2 pour Robin, les amis. 3-2. C'est la 5e question. Il reste donc 4 questions. Dans le chat, ils sont vifs. Tout sort très rapidement aussi. Les amis. Vous allez devoir trouver un lieu. Ce lieu que vous devez trouver, c'est sa ville de naissance. C'est en Guadeloupe. Ouais. Non, c'est pas en Guadeloupe. Je pensais aussi, mais c'est Non, pas en Alsace. C'est Strasbourg. Non, c'est ou pas Metz. Strasbourg. Non. Ou c'est Il a un mis truc en Metz Alsace. Il a mis Metz en Alsace. Non. Il y a quoi comme ville en Alsace Mais vous savez pas, ça porte un nom à forte consonance allemande. Oui, bah, je sais pas. Schiltigheim, Polo. Oui, alors ça, tu l'as pas vu dans le chat, ça? Mais j'ai pas le chat. Schiltigheim, gros, consonance allemande. Comment tu connais cette ville? Bah, Schiltigheim, c'est grave connu. C'est connu, Schiltigheim. Non, en vrai, c'est grave connu. Je savais pas du tout qu'il habitait là. Mais pour le coup, c'est grave que j'ai pas le chat. Et puis très sincèrement, je connais Paul. Ça fait longtemps qu'il perd quelques quiz. Et il a jamais triché. Si j'avais le chat, il y a certaines branlées que j'aurais pu éviter si j'avais le chat. Voilà. Non, par contre, il y a du sur Metz. Moi, je donne des réponses rapidement. 3 partout. Du coup. Réfléchis. Au lieu de crier comme ça. T'as dit en Dischleck en 2011. Qui termine 2e quand il gagne à Bagnères de Luchon? Ruslan Sanchez. Non. Alors, c'est un coureur poids léger, plutôt grimpeur, qui était plutôt un équipier. Kessiakov. Et qui est un frère. Izaguirre. Non. Il est retraité et c'est un coureur d'Europe du Nord. D'Europe du Nord? C'était les frères. Chris Anker Sorensen. Chris Anker Sorensen. Bien joué. Tout à fait, ça avait été trouvé par Anton. Bravo Anton. Il reste 2 questions. Attention Robin, si tu trouves celle-là. Il y a 4-3. Ok. Tu remportes le quiz. Ce serait beau que tout se joue sur la dernière. 2021. Mais attention, cette question est très vaseuse. Dans quelle émission française
Thomas Vauclair a-t-il tourné? Fort Boyard? Non. Euh, Dans quelle série française a-t-il Camping tourné? Paradis. Ah, Non. Plus belle la vie? Plus belle la vie. Et Robin remporte le quiz roue libre sur Plus belle la vie. C'est quand Félicitations. même incroyable Voilà. que ça se joue là-dessus. Mais bon, je dirais rien. Ouais, mais t'aurais pu l'avoir aussi, Polo. T'aurais pu l'avoir. Alors là, Robin, il partait pas j'aurais avec pu. de Oui, l'avance par rapport à c'était toi. En tout c'était cas, sûrement le prochain nom que j'allais sortir. je sais pas si, ouais, voilà, je sais pas si je dois te féliciter, mais Anton, tu l'as trouvé le premier Plus belle la vie. Je m'inquiète que tu aies la réponse déjà. Allez, pour l'honneur, une dernière question. Robin, tu l'as remporté ce quiz-là, 5-3. Pour l'honneur, qui avait-il remplacé comme consultant sur France Télé? Euh, Vasseur, Cédric Vasseur. Cédric Vasseur, tout à fait, Robin. Tout à fait, Robin, tu remportes le quiz du Tour Bravo. de France 2021. J'ai eu chaud, hein. Félicitations à toi. Ouais, t'as eu chaud, mais bon, allez, t'as quand même mené ce quiz-là. Polo est revenu vaillant dans les derniers moments, mais il a perdu à la fin. Tu as gagné ce quiz. Félicitations à toi. Et dans Merci, le chat, Joseph. je vois que vous l'aviez quand même pas mal Je me trouvé. suis régalé sur ces quiz. Ouais, mais on s'est régalé sur l'ensemble du Tour de France, les amis. Merci à Polo, merci à vous deux les gars, vous m'avez régalé pendant tout le long de ce Tour de France qui n'a pas été un Tour de France forcément facile à suivre. Donc je vous félicite d'avoir tenu bon et d'avoir donné vos avis contre vents et marées, contre manque de suspense et suspicion de dopage. Mais voilà, comme quoi ça arrive, on est sûr que Roue Libre survivra à cela et que on reviendra encore plus fort avec plein de suspense parce que Nous, quand on il y a n'est des bonnes pas. débattes, il y aura des années hausses, les amis, et ça s'est très bien passé pour nous, effectivement. Nous, on n'est pas dopés, donc forcément, on sera là à la rentrée. On sera dans le peloton. Exactement, on sera bien présent. En tout cas, merci à vous deux, merci à tous les rouleurs. Vous avez été près de 300 à nous suivre tous les soirs en moyenne sur Twitch et près de 10 000 aussi à regarder nos replays. Donc, si par hasard vous nous regardez via YouTube, on vous en remercie énormément. Si vous voulez continuer après ce Tour de France, parce que Roue Libre, ça va continuer, vous nous rejoignez sur Discord. On continue à parler globalement de ce Tour de France. Ce soir, n'oubliez pas de voter pour votre pronostic fantasy parce que la fantasy continue là pour le Tour de France et il y a des discussions dans le Discord pour qu'elle continue même au-delà du Tour de France pour qu'on réfléchisse à une manière de fonctionner. Il y a Michel qui déjà est en train d'organiser ça et qui régale. Donc vraiment, allez sur le Discord pour voir un gros big up à Michel, qui était dans le chat tout à l'heure et qu'on salue, qui a fait un travail extraordinaire sur la fantasy et qu'on remercie du fond du cœur. Ouais, vraiment, franchement, merci à tous. C'était vraiment, on a passé des super moments et on reviendra très très prochainement. On vous tient au courant sur tous nos réseaux sociaux que vous avez juste en bas de la page sur En Roue Libre sur Twitter et sur En Roue Libre sur Instagram. Merci les amis, prenez soin de vous et à très très vite dans En Roue Libre. Ciao, ciao. Ciao, merci à tous les gars.